Albert Pahimi Padaké, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes un homme politique aux multiples talents et surtout multiples casquettes avec un parcours long et chargé d'expérience. D'abord, vous étiez Premier ministre entre février 2016 et mai de 2018. Vous avez passé 28 mois. Ensuite, vous avez occupé ces fonctions entre avril 2021 et octobre 2022, 18 mois. Euh, une expérience d'un homme comme vous, mais on a l'impression d'un goût d'inachevé. C'est-à-dire que vous avez réussi à être dans cette transition. Quelle a été votre méthode pour pouvoir traverser quand même une situation pas facile à gérer? Merci Hichem. Il faut déjà dire que la disparition tragique du maréchal du Tchad sur le terrain des opérations face à une colonne armée venue du sud de la Libye Oui. a plongé le Tchad dans une situation difficile où nous redoutions le chaos parce que la menace, le risque était si grand. Et cette colonne armée était arrivée à 300 km de la capitale. Mhm. Et c'est dans ces circonstances-là que le maréchal du Tchad est tombé. Un conseil militaire s'est mis en place pour assurer la stabilité de l'État. Mhm. Il fallait donc, de leur point de vue, je suppose, trouver une personnalité consensuelle capable de rassembler tous les bords des Oui. Tchadiens pour sauver la nation. Oui. C'est dans cet esprit que j'ai été appelé à assumer le rôle de Premier ministre de la transition. La Quelle a été méthode, oui. Quelle a été votre méthode pour pouvoir justement gérer cette complexité et surtout une situation qui n'est pas maîtrisable entièrement vu le contexte de l'époque? Mais naturellement, j'en arrive à la méthode. Dans un contexte où le pays est fracturé en opposition armée, sur le plan intérieur également, une partie de l'opposition avait boycotté la présidentielle de 2021. Il fallait donc trouver une méthodologie de rassemblement Ouais. de tous ces Tchadiens afin de faire l'unité nationale autour de la nation. Alors, ce que je fais, c'est de procéder par un langage de vérité à l'égard de tous. Mhm. Comprendre les positions des uns et des autres, mais leur dire que l'essentiel dans tout cela, c'est d'abord de maintenir la nation debout. Et Oui. lorsqu'on aura ensemble, dans une sorte d'unité, maintenu notre pays debout, chacun pourra exprimer ses ambitions librement. Dieu Mhm. merci, la formation du gouvernement que j'ai eu à mettre en place a Mhm. permis, avec l'adhésion des principaux acteurs politiques et de la vie Mhm. sociale, de Oui. mettre en place un gouvernement robuste d'unité nationale qui a permis de jeter les bases de la stabilité et de dépasser ce risque de chaos que représentait la disparition du président de la République. Oui. Est-ce que le pays aujourd'hui, on sent qu'il n'est pas tout à fait allé jusqu'au bout de la maturation de la situation et de la stabilisation, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui d'un pays de l'importance du Tchad? C'est-à-dire qu'il est d'abord immense par sa superficie, 1 300 000 kilomètres carrés, avec 284 000 pardon, km². oui, excusez-moi, oui. Et avec 18 millions, près de 18 millions d'habitants, 6 voisins, et un pays qui a plus que jamais besoin d'être solide pour affronter son environnement absolument terrible.
Oui, absolument, absolument. Vous l'avez si bien rappelé, nous sommes un pays vaste d'1 284 000 km², près de 18 millions d'habitants, Oui. un pays riche en ressources naturelles, mais il faut reconnaître aussi que le Tchad est victime parfois de sa situation géostratégique, sa position géographique qui Mhm. fait de ce pays un État géostratégique Mhm. situé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et Oui. au cœur de la bande sahélienne où se développe le terrorisme et tous les trafics connus. Le Tchad est donc victime de toutes ces traversées, Mhm. et, ce qui ne facilite pas son essor économique. Oui. Mais déjà, avec la transition, vous le savez, comme tout le monde, Mhm. dans un contexte de transition, vous avez affaire à deux courants naturellement qui s'affrontent, Mhm. que ce soit de façon diffuse ou express, mais Mhm. vous avez un courant des tenants de l'ancien pouvoir qui font tout pour que rien ne change Mhm. afin de préserver les avantages du pouvoir. Oui. Et vous avez ceux qui contestent et qui pensent que la vulnérabilité que peut créer une situation de transition est une occasion de renverser la table pour tout récupérer. Oui. Et donc, entre ces deux courants, il faut développer un discours de rassemblement, d'apaisement pour que aucun extrême ne puisse dominer la marche du pays vers la stabilité et que des compromis puissent être trouvés dans l'intérêt général. Quand on voit le mouvement brownien autour de, vous l'avez dit, au niveau de la géopolitique locale et régionale, est-ce que comment arbitrez vous qui êtes un homme du pouvoir entre où placer le curseur pour d'abord être dans l'efficacité de l'action et l'urgence des solutions et cette espèce de situation qui exige beaucoup de temps pour arriver à en sortir. Oui, c'est une situation extrêmement, extrêmement compliquée, hein. Compliquée parce que quand vous êtes face à une insécurité généralisée dans le Sahel avec la circulation des armes de guerre venues d'une part de la déstabilisation de la Libye, d'autre part du désordre darfourien, euh, vous êtes dans une situation de gestion d'urgence. Mm. Euh, Éteindre le feu chaque jour. Mm. En même temps, vous avez une population qui doit vivre, dont les enfants ont besoin d'avoir la scolarité, les jeunes, les femmes, les vieux ont besoin d'avoir des soins de santé. Oui. Or, nos ressources sont dispersées dans la gestion de l'urgence, de l'extraction du feu, et Mm. donc c'est une question extrêmement difficile. Le curseur, naturellement, il faut le placer dans le sens de l'intérêt de la population. Oui. Mais malheureusement, vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'intérêt de cette population, Mhm. euh, préoccupé et occupé que vous êtes à éteindre le feu, à faire un travail de lutte contre le terrorisme, de lutte pour la sécurité. Mhm. C'est un agenda extrêmement complexe. Vous avez la qualité d'un homme de réflexion, hein, parce que je ne l'ai pas dit dès le début de cet entretien, vous avez rédigé un livre étonnant par sa qualité, L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits aux éditions L'Harmattan. Vous avez essayé, en écrivant, de théoriser votre vision des problèmes qui empoisonnent l'Afrique, pas uniquement le Tchad, justement, mais vous avez englobé la problématique du Tchad dans l'approche continentale de l'Afrique. Oui, parce que je considère que la situation que le Tchad traverse, dont nous parlons actuellement, n'est pas une situation singulière.
beaucoup de pays africains traversent des situations plus ou moins difficiles en termes de gestion au moins des diversités qui complexifient nos problèmes. Oui. La preuve, quand vous regardez aujourd'hui, 70% des casques bleus des Nations Unies, 70% de leurs effectifs dans le monde se retrouvent en Afrique. Une Afrique qui, elle, compte pour 18% de la population mondiale. Et quand vous avez 70% des conflits qui préoccupent les Nations Unies concentrés en Afrique qui ne comptent que pour 18%, il y a un drame. C'est pour ça que j'ai jugé utile de faire une réflexion sur la question de la prévention des conflits Oui. et conflits qui hypothèquent véritablement l'avenir de la jeunesse africaine, d'où l'intérêt de ce livre qui m'a paru être utile en termes de débat à lancer, des pistes de réflexion pour que on s'intéresse davantage à la maîtrise des conflits sur le continent africain. Comment mener la transformation de l'Afrique, surtout son développement économique dans ce contexte de guerre, de crise? Quand on regarde le cas du Tchad, qui avec une Libye faillie, il y a, vous avez des menaces de toutes sortes du côté du Nigeria, du côté du lac Tchad, et je parle, et aujourd'hui on parle du Soudan avec cette menace considérable. C'est que comment peut-on s'y retrouver et quelle est la manière de pouvoir réduire le maximum les dégâts? Bon, déjà, vous posez là une question de fond sur l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, comment aborder le développement de l'Afrique pour l'intérêt de ses populations dans ce contexte-là? Vous voyez bien pourquoi la question des conflits me semble être une question fondamentale à traiter, mais parce que l'Afrique représente aujourd'hui au bas mot 60% des terres cultivables dans le monde. L'Afrique représente au moins 40% des matières premières dans le monde. Mais cette Afrique ne représente que moins de 2% de la plus-value manufacturière dans le monde et représente plus de 5 fois le taux de chômage moyen dans le monde. Mais parce que l'Afrique est absorbée par d'autres choses que d'être lancée dans la recherche de solutions pour son développement. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le développement? Comment faire pour résorber le chômage des jeunes? Je vous prends l'exemple du Tchad, ce qui est presque la même chose pour beaucoup de pays. Le Tchad est un pays sur le plan agricole, un pays qui a 1 million, qui a 130 000 têtes de bétail pour 18 millions d'habitants. Nous n'avons pas d'abattoir frigorifique, chaîne de froid pour exporter de la viande alors que nos voisins, que ce soit au Congo, en tout cas vers l'Équateur, il n'y a pas de viande. Nos voisins importent de la viande d'Argentine alors que le Tchad a d'excédents de bétail. Mais ces questions, depuis des années, le schéma de développement de l'Afrique pose un problème. Pourquoi ça n'a pas été actionné? Vous savez, on est à 70 ans d'indépendance. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Mais d'abord, le premier paradoxe, il faut prendre en endogène et en exogène. En endogène, nous avons nos diversités, la colonisation a tracé des frontières en mettant des poches de populations ethniques dans des États eux-mêmes fragiles en voie de constitution à la recherche d'une nation. Et le type de gouvernance que nous avons mis en place pour fédérer toutes ces diversités n'a peut-être pas été le bon.
au début des indépendances, qu'est-ce que nos États ont fait? On a voulu forger la nation par une sorte de bride de parti unique qui éteindrait les identités diverses en façonnant par force une nation. Ça a été un échec patent, tout le monde en convient aujourd'hui. Oui. Mais on ne peut plus corriger le passé. Donc, Non, il ne s'agit pas de corriger le passé, il s'agit maintenant d'adapter notre gouvernance à la réalité de nos diversités, de sorte à inclure l'ensemble de ces diversités dans la gestion de l'État, afin que le ruissellement des ressources nationales puisse aller du sommet jusqu'aux citoyens le plus bas possible. Oui. Au lieu de cela, nous sommes, comment j'appellerais ça, nous avons perdu du temps à créer des confrontations inutiles au lieu de fédérer les diversités. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, il est de type exogène. Nous sommes traversés, le continent africain, par des luttes d'influence mondiale. Absolument. Dont nous ne sommes pas des auteurs, mais des victimes. Aujourd'hui, quand nous parlons de conflits, c'est vrai qu'il y a le terrorisme, il y a nos problèmes interethniques et autres qui nous fragilisent. Mais aussi derrière, il y a des courants d'influence internationale des puissances qui font que des guerres se font parfois par procuration sur notre continent. Cela nous empêche de nous concentrer, de nous consacrer au développement de nos pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit autour de la guerre de l'Ukraine, comment les enjeux géopolitiques ont considérablement été revus, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous croyez, vous, qui êtes un responsable qui connaît la réalité du pouvoir au BRICS, au pouvoir pour changer la donne mondiale, est-ce que vous croyez à cette force alternative pour pouvoir modifier aujourd'hui la donne? Mais quand vous parlez de la question au niveau mondial, là aussi nous sommes dans un schéma extrêmement complexe, schéma qui fait que l'Afrique commence à être l'oublié de la question mondiale. C'est quoi la question mondiale aujourd'hui? Vous voyez très bien l'héritage historique de la confrontation Union soviétique, Occident à travers les États-Unis. Cet héritage continue aujourd'hui avec la Russie. En même temps, vous voyez très bien que la Chine conteste presque publiquement aujourd'hui la grande influence des États-Unis dans les affaires du monde, l'influence de l'Occident, et cette exaspération est exprimée clairement par le camp chinois. Nous constatons tous d'ailleurs aujourd'hui que s'il y a un dénominateur commun entre la Russie et la Chine qui ont des intérêts aussi divergents, leur dénominateur commun, c'est l'exaspération face à l'influence de l'Occident menée par les États-Unis. Or, dans le camp occidental lui-même, vous regardez, il y a les États-Unis qui mènent la barque, l'Europe essaie de suivre avec la Grande-Bretagne qui a fait une sorte d'arrimage dépendant des États-Unis, l'Allemagne qui essaie de se positionner en fonction de ses intérêts chaque fois, la France, l'Italie, l'Espagne et les autres ne semblent pas se retrouver dans ce jeu-là. Dans ce qui se passe, regardez où est l'Afrique. La guerre éclate en Ukraine aujourd'hui. Quand vous regardez la mobilisation des ressources pour aider l'Ukraine à faire face à la Russie, un dixième de ces ressources aurait suffi à résoudre les conflits en Afrique et permettre à l'Afrique de se lancer sur son développement. Mais dans tout ça, je voudrais dire que l'Europe n'a pas d'autre choix que de revenir travailler, pactiser avec l'Afrique pour retrouver sa place
dans le monde. Oui, mais ça suppose aussi que l'Afrique soit acteur de son destin. C'est-à-dire que l'Afrique ne peut pas vivre par procuration ni par les autres. Est-ce que je prends un exemple? Est-ce que pour vous, il y a eu une réunion à Paris, le nouveau pacte financier global. On voit qu'on est très très loin d'une nouvelle architecture. Donc ça vient pas tout seul. C'est-à-dire que ça exige que l'Afrique puisse être repensé son modèle d'approche. Absolument, absolument. Le nouvel ordre financier dont on parle aujourd'hui, mais l'ancien ordre Oui. qui s'est mis en place, l'a été, vous le savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, oui. L'Afrique n'y a été pour rien. Sinon, elle n'en a été que victime jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous demandeurs en Afrique qu'il y ait un nouvel ordre qui prenne en compte l'importance de l'Afrique, que je rappelais, représente aujourd'hui 60% des terres cultivables, 40% des matières premières. Il faut que la place de l'Afrique lui revienne. Ça, c'est une demande unanime africaine. Mais en même temps, le développement de l'Afrique, qui a été retardé par autant d'événements et d'années, ne peut pas être impulsé sans une collaboration, sans une coopération avec ses partenaires extérieurs. Oui. C'est pour cela que nous ne plaidons pas pour qu'il y ait de l'aide pour l'aide. Nous plaidons pour qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique qui permettent à l'Afrique également de s'affirmer en tant que continent, en tant que peuple, afin que ensemble nous puissions peser sur les affaires du monde. C'est-à-dire que cela suppose avant tout peut-être de changer de logiciel pour l'Afrique, parce que ce que vous dites, c'est un enjeu majeur, mais ça suppose véritablement une conscience aiguë d'abord des problématiques et des intérêts de l'Afrique. On sent que l'Afrique a fait un pas de danse et une espèce d'hésitation parce qu'elle est dans le flou. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous lisez mon livre, j'insiste lourdement sur la responsabilité des Africains sur leur propre destin, gouvernants et gouvernés. Nous ne pouvons pas être 60 ans après l'indépendance en train de dire que nos problèmes ont pour cause exogène uniquement. Il y a des causes endogènes qui freinent le développement de l'Afrique. Il faut que les dirigeants africains et leur peuple assument leur part de responsabilité. Ceci, sachant qu'il y a une influence des luttes des puissances sur notre continent qui freine également notre élan, mais cela ne nous dédouane pas de notre propre responsabilité sur le destin de notre continent. Peut-être un mot avant de... Il y a tellement de sujets qu'on aimerait bien aborder avec vous, mais par exemple sur l'Union africaine, qui est une institution utile, mais qui semble en déphasage total avec les défis de l'Afrique. Et chaque année, on le dit, chaque fois aussi, et ça n'a pas l'air de pouvoir faire bouger les choses. De l'Union africaine, d'abord dans les intentions, si nous sommes passés de l'OUA à l'UA, il y a une volonté panafricaine d'aller vers l'unité, réaliser l'économie, le développement de l'Afrique avec l'agenda 2063 qui est lancé. Vous voyez un programme assez cohérent. Mais l'Union africaine est à l'image de ses États membres. Oui. Qui ont leurs problèmes. On parle de l'Afrique comme si on parlait d'un État. L'Afrique est un vaste continent avec des pays divers qui ont des niveaux de développement divers, qui ont des contradictions internes qu'il faut travailler à dépasser. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais l'essentiel est que les Africains prennent confiance. Un, que leur développement dépendra de leur propre prise de conscience des enjeux du monde et de l'Afrique. Oui. Deux, que les Africains ne tombent pas dans cette approche propagandiste, complotiste, rejetant sur les autres
tous les problèmes africains. Oui. C'est vrai que nous avons une influence des autres sur nos problèmes, mais nous sommes également, nous, responsables de notre destin. Il faut que l'Afrique prenne confiance. L'Union africaine essaie de faire ce qui est de sa responsabilité, mais l'Union africaine est à l'image de ses États membres. De quelle manière pensez-vous apporter votre contribution à l'Afrique et de quelle manière pensez-vous vous impliquer pour servir les idées dont vous parliez? Mais, comme vous l'avez vu à travers mon livre, la première contribution que je crois apporter, c'est de susciter ce débat au sein des Africains eux-mêmes en termes d'influence des conflits sur le destin des Africains. Il faut que nous essayions de lutter contre tous les facteurs de conflit afin de libérer les énergies pour le développement de notre continent. Oui. En même temps, j'essaie de faire passer le message que se réfugier derrière un discours complotiste, comme quoi nos problèmes, les responsables de nos problèmes sont en dehors de nous uniquement, serait une approche irresponsable. Il faut que nous assumions notre part de responsabilité en tant qu'Africains et en même temps, il faut que nous exigions de nos partenaires une coopération gagnant dans le respect mutuel, mais nous ne pouvons pas nous développer en rejetant des partenaires, moins encore aller dans une sorte de fuite d'une puissance colonisatrice passée et en quête d'une nouvelle puissance colonisatrice désirée. Ce n'est pas ça l'indépendance de l'Afrique, ce n'est pas ça le développement de l'Afrique. Il faut que l'Afrique, de façon responsable, assume sa part de responsabilité et ensuite s'ouvre pour coopérer avec les États du monde dans l'intérêt bien compris de tous. On le voit, le temps presse et je recommande particulièrement la lecture de votre livre, vraiment une pensée très utile en ce moment à travers le livre que vous venez de publier, L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous. On est un peu frustrés, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.